Tu savais que le transfert de Messi au PSG a eu 5 fois plus d'articles que le rapport du GIEC sur la survie de l'espèce humaine? Pourquoi les médias parlent-ils peu et mal d'écologie? Et comment 1600 journalistes sont en train de corriger ça? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, on reçoit un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider, toi, à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Juliette Keff pour parler de Vert, le média. Salut Juliette. Salut Pierre. Alors je te présente en 10 secondes, tu es journaliste donc et cofondatrice du média Vert, V-E-R-T, un média généraliste et indépendant sur l'actu du climat et du vivant, avec notamment votre super newsletter tous les jours à midi pile, qui fait le tour de l'actu de l'écologie en 7 minutes. Pour commencer, il y a cette comparaison. Effectivement, il se trouve que Messi a signé au PSG pile le lendemain de la sortie d'un rapport alarmant du GIEC sur le climat. Devinez quelle actu les journalistes ont la plus couverte. Le transfert de Messi au PSG, effectivement, a eu 5 fois plus d'articles que le rapport du GIEC. Évidemment, voilà, j'adore Messi et je lis Eurosport tous les jours, mais 5 fois plus, quoi. Il y a un problème de volume quand tu parles beaucoup plus d'un sportif qui change de club que de la survie de l'humanité. Et donc, le premier problème des médias par rapport à la crise écologique, c'est qu'on en parle très peu. Ouais, le rapport du GIEC, c'est une somme de connaissances scientifiques absolument essentielles à la fois sur ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi qui nous apprend tout ce qui va se passer en gros dans les années à venir jusqu'à 2100, en fonction des choix qu'on va faire en tant que société. Donc en gros, le rapport du GIEC, c'est juste la série la plus intéressante à suivre, le film qui devrait vraiment nous transformer et nous transporter tous et toutes. Ouais. Malheureusement, c'est un petit peu complexe et du coup, c'est vrai que les médias n'en parlent pas suffisamment. Alors que tu pourrais te dire, c'est pas très putaclic. Voilà, un rapport scientifique, mais la survie de l'humanité, ça peut être un peu putaclic. Donc en fait, le rapport du GIEC, ça concerne nos vies quotidiennes, et pourtant c'est assez mal compris, assez mal expliqué peut-être. Et du coup, il faut de très bons vulgarisateurs et de très bons journalistes sur le climat pour réussir à traduire ces rapports. Pareil, pendant les présidentielles, les médias ont accordé moins de 3% de leur sujet au climat. C'est les ONG de l'affaire du siècle qui avaient enquêté sur une semaine de février classique. Et même si aujourd'hui, il y a 7 fois plus d'articles sur l'environnement et le climat qu'il y a 10 ans, en même temps, les problèmes ont explosé, donc c'est pas très étonnant. Ça va dans le bon sens, mais c'est très lent. Et le problème, c'est pas juste qu'on en parle peu, c'est aussi qu'on en parle mal. Pendant la canicule de l'été dernier, par exemple, combien de médias ont utilisé des images d'enfants qui jouent dans l'eau pour illustrer leur sujet sur la canicule, alors que la canicule, c'est les premiers méga-feux en France, c'est des villages évacués, des communes qui ont plus d'eau, des personnes âgées qui meurent, etc. Et pire, souvent, les médias, ils mentionnent quasiment jamais les causes de ces canicules, à savoir l'activité humaine, alors que les gens ont le droit de savoir, quoi. On a le droit d'être correctement informés sur les enjeux écolos. Tu peux pas comprendre la moitié de l'actu si t'as pas ce prisme de l'écologie aujourd'hui. Tu peux pas comprendre le Covid sans comprendre la déforestation et l'extinction de la biodiversité, ou la guerre en Ukraine sans notre dépendance aux énergies fossiles, etc., quoi. Du coup, je me demandais, pour toi, en quoi est-ce que les journalistes et les médias ne sont pas à la hauteur de la crise écolo? Les journalistes, dans leur ensemble, ils ont beaucoup de contraintes aussi, mais en fait, ils ne sont pas du tout à la hauteur de l'urgence. On est dans une situation absolument catastrophique. Enfin, on se dirige vers un réchauffement climatique à la fin du siècle qui pourrait être de l'ordre de 2,5 voire 3 degrés. Donc en fait, ça devrait être la première chose que les journalistes devraient traiter. Ça devrait être en haut de nos canards, ça devrait être en une de nos journaux et en ouverture des JT. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur un traitement qui est trop catastrophiste, trop émotionnel. Donc en fait, on va décrire les catastrophes, mais de manière vraiment, on s'intéresse que aux effets. Donc par exemple sur les méga-feux ou la sécheresse, on va aller interviewer un agriculteur qui va nous dire oh mon Dieu, il y a plus aucune tomate qui peuvent pousser, ou il y a plus, ou mon blé est cramé. Mais on va pas du tout s'intéresser aux causes. On va pas aller en profondeur dans le sujet. On va pas se demander en quoi notre modèle agricole par exemple devrait être adapté. Donc comment est-ce qu'on pourrait finalement agir sur cette situation. Et on va pas donner non plus les solutions, ou en tout cas les horizons de réponse. Et à toutes les échelles. Ça veut dire qu'on pourrait avoir des sujets sur comment est-ce qu'on peut réduire la consommation de viande. On sait aujourd'hui que c'est un des gestes individuels qui a le plus d'impact. Comment aussi on pense la réduction de l'aviation, par exemple, des choses comme ça. Ça, en fait, ça devrait être traité absolument au quotidien. Alors, je tiens à dire que c'est de plus en plus le cas. Il y a des médias qui ont pris conscience de l'urgence écologique aussi avec le Covid. Il faut savoir que les journalistes de base sont des gens assez littéraires et finalement, la culture scientifique, ça n'est pas vraiment la leur. Donc, il y a une question aussi de culture, il y a une question d'acclimatation. C'est des sujets complexes. On a peu de scientifiques parmi les journalistes et donc, de plus en plus avec le Covid, finalement, ce qu'on a vu, c'est que les journalistes se sont mis à côtoyer des experts scientifiques beaucoup plus qu'avant. Et donc, on s'est dit après, ok, maintenant qu'on a un petit peu côtoyé cette culture scientifique,
climatique, comment est-ce qu'on l'applique pour le climat. Et l'autre chose, c'est aussi qu'on a des collectifs de citoyens qui se sont montés, donc comme Plus de climat dans les médias, comme Quota Climat, qui surveillent un petit peu aujourd'hui ce que font les journalistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller les interpeller sur Twitter, ils font de la veille citoyenne, et généralement, ils le font de manière très intéressante. Et ça met aussi la pression sur les journaux, ça met la pression sur les journalistes pour améliorer le traitement de ces questions-là. Et du coup, vous êtes dit, les journalistes sont pas à la hauteur, ou ça bouge trop doucement. Donc, vous avez réuni une trentaine de journalistes qui parlent d'écologie sur Mediapart, Reporter, Radio France, Socialterre, Blast, etc. Et vous avez créé une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. C'est 13 petits points simples pour aider les journalistes à être à la hauteur et qu'on parle mieux d'écologie dans les médias. Résultat, aujourd'hui, il y a 1600 professionnels et une centaine de rédactions qui ont signé la charte. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure ? Ouais, c'est une belle aventure collective. L'année dernière, il y a pile 1 an, c'était l'anniversaire de Vert et on voulait proposer un texte qui ait l'ambition de réconcilier les citoyens et les journalistes autour de la question de l'urgence écologique. Et en fait, on s'est dit, mais il y a des journaux qui bossent sur la question depuis très longtemps. Et si on allait les voir, les grands comme les petits, les indépendants comme les mainstream, pour créer un collectif. Du coup, on est allé chercher une trentaine de journalistes. Il y en a plein aussi, qui participaient pas au collectif, mais qui regardaient ça avec vraiment grand intérêt. Et donc, ça a été 3 mois vraiment passionnants à discuter entre confrères et consoeurs sur ce qui était important pour traiter l'urgence écologique aujourd'hui. Par exemple, le premier point, c'est de le traiter de manière transversale. C'est-à-dire que l'écologie doit pas rester cantonnée à une seule rubrique, la rubrique planète généralement ou la rubrique environnement, mais ça doit vraiment éclairer. En fait, ça doit être un prisme de lecture du monde. Donc, ça doit éclairer absolument tous les sujets, ça doit être présent absolument partout. Le deuxième point, c'est sur employer des mots à la hauteur de l'urgence. C'est-à-dire qu'on peut pas aujourd'hui continuer à parler d'un réchauffement, quelque chose qui nous paraît doux ou éloigné. On a besoin parfois de mots qui interpellent. On a besoin d'avoir des images aussi, tu l'as dit, sur les enfants qui jouent dans les fontaines. On en a marre. Quand il y a une canicule, en fait, il faut pouvoir montrer aux gens les effets concrets. Donc des personnes, par exemple, dans les EHPAD qui vont souffrir de la chaleur. On a besoin de montrer à des enfants qui peuvent pas aller à l'école parce qu'il fait trop chaud. Des personnes qui, sur leur lieu de travail, des couvreurs qui ne peuvent plus travailler l'après-midi parce qu'il fait trop chaud sur les toits. On a besoin de montrer les conséquences réelles. Donc ces 13 points, en fait, ça a vocation à éclairer les bonnes pratiques, à montrer ce qu'il faudrait faire et aussi ce qu'il faudrait pas faire. Donc par exemple, se tenir à distance des publicités pour les énergies fossiles, par exemple, qui, encore une fois, nuisent absolument au dérèglement climatique, il va sans dire. Donc ça, c'est voilà, un classique en fait, de faire un sujet sur l'écologie et juste après, t'as une pub pour un SUV, quoi. Ouais, en fait, ça arrive tout le temps, même sur des super émissions sur la radio publique, ça arrive. Donc parfois, les gens sont un peu dégoûtés en mode, j'écoutais une émission très intéressante et puis en fait, il y a cette pub pour EasyJet ou que sais-je qui vient m'interrompre et enfin, c'est contradictoire, ça délivre des messages contradictoires et incohérents pour l'audience. Donc voilà, cette charte, elle a 13 points. Le dernier point, c'est un point qui me tient énormément à cœur, c'est celui de la coopération entre journalistes. Ça peut être sur des enquêtes, par exemple, sur des reportages communs, sur le fait de se citer, sur le fait de faire des consortiums. Et d'ailleurs, ça a super bien marché parce que tu l'as dit, il y a eu un grand succès rencontré par cette charte. Aujourd'hui, on est nommé pour le Grand Prix des Assises du journalisme, donc on est hyper fiers de ça. Et il y a plein de rédactions qui, suite à cette apparition de cette charte, comme Radio France, par exemple, qui ont annoncé qu'ils allaient faire un tournant environnemental, ou France Média Monde, qui a notamment RFI, ou France 24. Que ce soit chez ceux qui ont signé la charte, ou d'ailleurs chez ceux qui n'ont pas signé. Tu peux nous raconter, c'est quoi les discussions en interne dans les médias quand il y a ce raz-de-marée de centaines de journalistes qui s'engagent? C'était ça, si tu veux, l'objet à la base, c'était vraiment que ce soit une discussion en interne, que les journalistes puissent se mettre autour de la table pour dire ok, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas dans notre média, et aboutir à la signature, c'est un peu le Graal. Donc les discussions en interne, c'était parfois sur la séparation de l'actionnariat, c'est-à-dire les propriétaires du journal avec la rédaction. Donc la question de l'indépendance en fait de la rédaction, qui est une question super importante, que nos articles ne soient pas censurés, que les journalistes eux-mêmes ne s'auto-censurent pas pour faire certains sujets, parce que à côté il y a des publicitaires par exemple sur l'aviation ou sur les SUV. On voit souvent que des journalistes vont avoir un petit peu plus de réticence à publier des sujets comme ça. Alors c'est pas tout le temps le cas, c'est pas pour tous les médias, mais ça arrive aussi. Alors un des thèmes qui a été ovationné, on va dire un peu partout, c'est la question de la formation des journalistes. C'est des thèmes complexes, donc il y a de plus en plus de médias qui proposent des formations aux enjeux climatiques. Ça, c'est super intéressant. Avec Vert, on a commencé à en faire avec des organismes de formation comme SAMSA ou Imagine 2050. Nous, on va du coup auprès de grands médias comme France 24, RFI, etc. faire monter en compétence les journalistes sur ces sujets. Donc ça, il y a beaucoup de groupes de presse qui se sont engagés sur des plans de formation pour les journalistes. Ça, c'était il y a 6 mois. Depuis, quel bilan t'en fais?
Est-ce que c'était juste un coup de com' pour certains? Est-ce que tu as un exemple de belle victoire d'un média qui a changé et au contraire un exemple d'un gros fail en tête? Je vais commencer par le gros fail, comme tu dis, qui est pas forcément un gros fail, mais le média l'ADN a signé la charte et pourtant ils ont candidaté à une bourse de Total Energy. Donc ça quand l'info est sortie, c'était un article de Nassira El Moadem, une journaliste de Arrêt sur Image. Ça nous a un peu interpellés, même beaucoup interpellés, parce que c'était pas cohérent en fait. Dans la charte, il y a des points sur le fait d'essayer de ne pas recevoir des financements qui sont d'entreprises les plus polluantes. Clairement, Total Energy, c'est l'une des entreprises les plus polluantes en France. Et en même temps, si tu veux, nous, on n'est pas là pour faire la police. C'est-à-dire que quand il y a des enquêtes de médias, c'est super bien. On a relayé l'enquête d'Arrêt sur Image, bien entendu. Néanmoins, on peut que aller en soutien des journalistes de la rédaction de l'ADN qui se sont opposés à leur direction sur la question de ce financement-là et qui ont gagné d'ailleurs. Donc aujourd'hui, l'ADN n'est pas financé par Total Energy, ce qui est une bonne chose. Et après, il y a plein d'autres exemples beaucoup plus positifs. On voit des médias qui parfois n'ont pas signé la charte, mais comme La Croix, où ça a vachement été discuté en interne. La Croix a annoncé la fusion de ses services économie et environnement. Et aujourd'hui, c'est un service éco et transition, ce qui fait que La Croix abandonne la chronique, on va dire, des résultats boursiers des entreprises de manière générale pour se concentrer sur la question de la transition. Donc, comment les entreprises s'adaptent au réchauffement climatique et comment elles réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, c'est vachement plus intéressant de mon point de vue à chroniquer. Donc, en fait, c'est hyper vertueux parce qu'il y a plein de journalistes aujourd'hui qui ont envie de couvrir les questions climatiques de façon plus large. Au-delà de la charte, on va revenir sur ce que vous faites au quotidien chez Vert. Vous êtes un média. Moi, ce que j'aime beaucoup dans votre newsletter ou sur votre site, c'est votre humour. Vous faites énormément de jeux de mots et ça fait du bien quand on parle de sujets angoissants ou parfois chiants, faut le dire. Je vous en donne 2-3 parce que c'est une masterclass. Il y avait la lutte des glaces, j'aimais beaucoup. Ce qu'il faudrait plus faire, avec ski évidemment, SKI, très bien trouvé, ou plus en dessous de la ceinture, mais voilà, les canicules s'emballent, c'est une célèbre contrepétrie. Je vous laisserai inverser les bonnes consonnes pour voir le message caché. Et allez voir sur leur compte Insta de Vert, les dessins trop drôles, des croquis, c'est pas culpabilisant. Mais surtout, ce que j'aime dans votre travail, voilà, c'est que, comme beaucoup des invités sur Soif de Sens, voilà, c'est votre capacité à vulgariser. C'est simple et accessible à tout le monde. C'est engagé, vous dites, mais c'est pas militant. Votre but, c'est pas de donner votre avis, mais d'informer les gens sur l'actu de l'écologie. Pourquoi, pour toi, c'est si important de vulgariser? L'actualité, déjà, elle est compliquée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est difficile de voir ce qui est important, moins important, de voir les tendances à long terme, de décortiquer aussi des notions relativement complexes. Par exemple, demain, je sors un sujet de notre rubrique Le Vert du Faux. Donc à chaque fois, c'est des questions que nos lectrices et nos lecteurs nous posent directement et on les fait voter. Ils choisissent entre 2 sujets chaque jeudi. On donne la réponse dans la newsletter le lendemain. Et là, la question qui avait été posée, c'est les néobanques vertes sont-elles meilleures pour le climat que les banques traditionnelles? Et en fait, j'aime bien ce genre de sujet. J'aime bien la pédagogie que ça nous amène à faire parce que là, tu vois, donc quand on traite ce genre de sujet à Vert, on fait table rase sur ce qu'on sait et ce qu'on sait pas. On va simplement aller investiguer pendant plusieurs jours sur ce que c'est qu'une banque traditionnelle, sur ce que c'est qu'une néobanque, sur comment est-ce qu'on calcule en fait l'impact d'une banque sur le climat. On va aller interviewer des experts qui font le taf. Donc en l'occurrence, il y a des assos qui font très bien le travail. On prend aussi l'avis d'experts indépendants. En l'occurrence, on est allé voir Carbone 4. On est allé voir aussi bien sûr les principaux intéressés, donc les banques, pour leur demander comment elles calculaient leur impact sur le climat, etc. Et on va essayer de rendre compte de toutes nos recherches en un format synthétique. C'est-à-dire que ça se lit, on va dire, en 5-10 minutes maximum. Et normalement, t'as fait le tour de la question en fait de ce que c'est qu'une banque, une néobanque verte et de où placer ton argent. Donc en fait, moi j'aime bien aussi la notion de rendre service, c'est-à-dire on essaie d'amuser bien sûr, mais on essaie aussi de rendre service pour que les gens s'y retrouvent dans des choses un peu complexes. Plus globalement, toi, pourquoi ça te tient à cœur de faire tout ça? Les enjeux écologiques, c'est les défis les plus importants de notre siècle. Donc en fait, je vois pas comment je pourrais occuper mon temps mieux que ça. Je me mets vraiment au service d'une information la meilleure pour les citoyens et les citoyennes. Donc en fait, si tu veux, nous on dit souvent qu'on est un média engagé pour le droit de savoir des citoyens et des citoyennes. On n'est pas engagé pour le climat à proprement parler. Mais par contre, par l'information, je suis persuadée que les gens changent. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est la transformation que je peux avoir sur le monde en étant journaliste et en pouvant informer.
Un de vos combats chez Vers le Média, c'est qu'on ait les bases. C'est parce que on n'a pas les bases qu'on se fait avoir par le greenwashing des entreprises et la langue de bois des politiques. Voilà, si on croyait les pubs, en fait, planter des arbres et installer des panneaux solaires, ça suffirait à régler tous nos problèmes. Sauf que il y a quand même 6 Français sur 10 qui savent qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il est d'origine humaine. Donc ça veut dire qu'il y a 4 Français sur 10 qui sont pas au courant qu'il y a un consensus scientifique. C'est assez flippant. Et même quand on regarde de plus près, par exemple, on parle tout le temps de réchauffement de la température, mais vous qui nous écoutez, est-ce que vous savez de combien de degrés le climat s'est déjà réchauffé? Par rapport à quand on compare? C'est quoi l'objectif habituel des accords de Paris? En vrai, peu de gens, même écolos, savent que oui, le climat s'est déjà réchauffé de plus 1,1 degré, c'est par rapport à l'ère pré-industrielle, et que l'objectif c'est de limiter l'augmentation de la température à plus 1,5, sauf que là on est en train de changer parce que on en est déjà très proche, donc on va probablement dépasser les 2 degrés. Mais donc, pour vous, c'est important les ordres de grandeur, et mettre des cols roulés, c'est bien, mais il va falloir que les médias passent à la vitesse supérieure et une approche systémique, comme vous le dites dans votre charte, et pas juste des éco-gestes individuels. Je me demandais, est-ce que toi, il y a un ordre de grandeur qui t'a marqué? Je vais te donner un ordre de grandeur qui m'a un peu choquée récemment, quand je l'ai appris. C'est que l'ensemble de ce qu'on a construit en tant qu'humain, donc les maisons, les routes, les objets du quotidien, c'est le même poids, c'est la même masse que l'ensemble du vivant. C'est-à-dire que si on additionne tous les animaux, toutes les plantes, tous les champignons, les bactéries, etc., c'est le même poids que les constructions humaines en 2020. Et ça m'a vachement choquée parce que je me suis dit que là, on arrivait à une sorte de point de renversement. Alors, on parle beaucoup d'anthropocène, c'est l'ère qui est la nôtre où l'humain a définitivement marqué la Terre. Donc, on retrouve par exemple du plastique absolument partout sur Terre, même en haut des glaciers les plus hauts, même au fond de la mer, etc. Après, il faut pas oublier qu'il y a la notion aussi de justice sociale qui nous est hyper chère, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même empreinte sur le monde si on est très riche ou si on est très pauvre. Il y a des gens qui sont plus responsables du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité. En gros, tous ceux qui construisent la masse que j'ai dite là sont beaucoup plus responsables et ont un impact aussi supplémentaire, donc doivent faire des efforts aussi en conséquence. Et moi, ça m'intéresse en fait de montrer ça au quotidien, justement par des infographies, par des formats un peu marrants. J'aime bien prendre des images décalées aussi, de mettre des titres rigolos et en fait de pouvoir faire passer la pilule beaucoup plus simplement. En fait, c'est ça aussi le travail de vulgarisatrice, de vulgarisateur. Alors quand on est journaliste, il n'y a pas que ça, il y a aussi la dimension de reportage, d'enquête, etc. Mais globalement, le fait de montrer les ordres de grandeur, ce qui est petit, ce qui est grand, c'est aussi montrer là où on peut agir. Donc en fait, c'est aussi mettre le doigt sur les solutions. Et ça, vraiment, moi, ça me tient énormément à cœur. C'est OK, une fois qu'on a dit que ça allait mal, globalement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, par où on commence à toutes les échelles. Donc, à l'échelle individuelle, moi, je n'oppose pas les échelles. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est important d'agir à son échelle. Aussi parce que ça nous met en marche en tant que citoyenne, en tant que citoyen. On s'arrête pas là, on a différents rôles sociaux. On est parent d'élèves parfois, donc on va pouvoir s'investir au niveau de l'école. On peut peut-être être représentant de sa ville. On va pouvoir éventuellement, je sais pas, être artiste et délivrer des messages à travers son art. Donc, en fait, on a plein de moyens de transformer le monde. Et je pense que chacun à sa place, il faut aussi concevoir la manière dont on peut agir en tant que société. Et en n'opposant pas les échelles, on peut avoir des initiatives individuelles, des initiatives collectives, des initiatives politiques. Et je pense que c'est aussi sur ce terreau-là qu'il va falloir absolument agir. Si les gens comprennent qu'ils doivent plus s'engager pour transformer le monde en faveur d'un monde plus écologique, donc d'un monde plus sobre, qui respecte les limites planétaires, c'est vertueux et en plus c'est joyeux. En plus, il y a plein de choses à inventer. Je m'intéresse par exemple beaucoup à l'écologie culturelle. C'est le fait de dire que la culture qui sous-tend notre monde, elle est régie par des récits. Et en tant que journaliste, on est des écrivains du quotidien, c'est-à-dire qu'on va vraiment écrire au quotidien la manière dont on raconte le monde, dont on raconte l'actualité. Si par exemple je suis un journal et que je vais raconter en permanence la croissance des entreprises, que je vais raconter en permanence le fait que c'est désirable de prendre l'avion, d'avoir un mode de vie lié à la surconsommation, en fait je vais enrichir ce monde-là quelque part. Et moi ce que j'ai envie de raconter, c'est aussi des initiatives plus sobres, des initiatives joyeuses et désirables, où on se dit que en fait c'est hyper chouette de travailler ensemble sur les défis de demain, de s'engager dans sa ville pour que en faveur de la justice sociale, parce qu'on aura mis en place je sais pas, un réseau de vrac ou une AMAP. En fait, il y a plein de choses à raconter. Et je pense que nourrir en tant que journaliste ces imaginaires et les rendre désirables, c'est aussi notre taf, quoi. Très bien dit.
Moi, ma toute première expérience pro dans l'entrepreneuriat social, c'était chez Spark News, une startup qui aide les médias à parler de solutions et pas que de problèmes. Pour moi, ça fait beaucoup écho avec votre travail, notamment avec la charte. Notamment, à l'époque, on avait organisé la première journée aux 20 grands journaux du monde entier. Donc, c'était Le Monde en France, El País en Espagne, en Inde, etc., qui publiaient le même jour un supplément 100% dédié à des initiatives porteuses de solutions face aux défis de société. Et ça fait beaucoup écho à votre travail parce que je me souviens très bien de ces rédac chefs qui étaient mal vus dans leur rédaction, qui passaient pour des bisounours, mais ça intéresse personne. Et que, comme avec votre charte, c'est grâce au collectif qu'ils ont gagné en crédibilité pour démontrer que, oui, en fait, les initiatives qui résolvent des problèmes sociaux ou environnementaux, ça intéresse les gens. Oui, c'est une actualité digne de ce nom. Et souvent, en fait, c'était leur meilleure vente de l'année, quoi. Alors, je suis curieux de savoir l'impact que vous avez sur les autres médias chez Vert. Je sais que vous avez plein de journalistes abonnés à votre newsletter, donc il y en a qui vous piquent des idées de sujets, et tant mieux, ou qui reprennent les bons termes, par exemple, pour parler d'écologie. Est-ce que tu aurais des anecdotes sur l'impact que votre travail chez Vert le Média a eu sur des journalistes? Ouais, c'est marrant, c'est ça aussi qu'on voit quand on grandit. Donc là, on a 27 000 abonnés, je crois qu'on les a dépassés. On va probablement atteindre 30 000 dans le mois qui vient. En fait, dès qu'on a plein de journalistes qui sont abonnés à notre newsletter, on voit qu'il y a des termes qui se diffusent. C'est pas que nous d'ailleurs qui inventons. En fait, on s'auto-influence en permanence. On fait partie d'un écosystème. Donc en fait, on est des organisations vivantes. En fait, je trouve ça hyper vertueux, au contraire, qu'il y ait des journalistes qui puissent prendre des choses, qui nous citent, qui parfois nous citent pas. Bon, c'est aussi le jeu. Nous, on essaie de citer au maximum les confrères. Alors après, sur l'influence... un exemple en tête Sur l'influence elle-même, vraiment le côté sur la charte de Ouest France, c'est pas un copier-coller, mais c'est très 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 inspiré de la charte qu'on a faite nous. Alors le seul truc, c'est qu'ils auraient pu quand même le mentionner, donc ils l'ont pas fait. Ça nous a un tout petit peu énervé, mais bon, voilà. Ah ouais. Mais c'est génial que Ouest France en fait aussi s'engage dans un processus. Et là, c'est vraiment quelque chose de super. Moi, je suis hyper contente qu'on soit de plus en plus lu aussi par ce milieu, parce que c'est notre vocation aussi à Vert d'avoir de l'influence dans le milieu journalistique. Donc en fait, plus on a d'influence dans le milieu journalistique, et plus notre vision de l'écologie prévaut. Donc en fait, c'est juste trop cool. Très contente. Et pareil, est-ce que tu aurais des anecdotes sur l'impact que votre travail a pu avoir sur des lecteurs ou des lectrices, des entreprises, des écoles, des villes, n'importe qui vous lit? Il y a beaucoup de gens qui nous lisent pour les jeux de mots. Je vais te donner un exemple. Il y a un lecteur qui nous a écrit il y a quelques temps. C'était un tout petit peu flippant. Il avait fait le classement, selon lui, des meilleurs jeux de mots de Vert. Mais en fait, il y en avait genre 200. Donc en fait, le gars avait vraiment mis dans un tableau Excel 200 jeux de mots de Vert classés. Je trouve ça bizarre, mais pas si flippant. Parce que du coup, ce que je disais, moi, j'ai regardé tous vos titres pour essayer de voir si je pouvais m'en inspirer pour le titre de ce podcast. C'était pas moi, je te rassure, mais je comprends. Pierre, cette adresse mail @nanana. Donc ouais, ces lecteurs qui utilisent des jeux de mots et qui nous envoient des mots doux, c'est toujours un plaisir de lire les courriers de lecteurs. Au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui nous disent que ça leur sert au quotidien dans leur culture générale, des étudiants qui nous écrivent pour dire que ça sert pour leurs cours, ou des profs pour apprendre à parler à leurs élèves de ces sujets complexes. Donc en fait, dès qu'on a des retours comme ça, et c'est vraiment très souvent, ça nous incite à améliorer encore notre travail et vers plus de pédagogie et plus de fun. Moi, je crois vraiment qu'on peut rendre l'avenir désirable. Donc c'est pour ça que nous, on n'est pas seulement une newsletter, on va aussi faire des événements publics, on va aussi travailler avec d'autres confrères, consoeurs pour créer un écosystème où on s'amuse. Dès qu'on crée des choses marrantes, en fait, ça peut être repris, ça peut être diffusé. Je pense notamment à des expos où on a envie de monter des trucs sur l'infiniment petit et l'infiniment grand. Parce que nous, on est hyper intéressés avec les ordres de grandeur. On a sorti une série de posters en infographie. Donc, être présent, par exemple, dans des halls de mairie ou dans des gares, ça pourrait être très chouette. Il y a le collectif pour un réveil écologique qui a réussi l'année dernière à se faire afficher dans les gares. Donc, ça pourrait être repris sur le même modèle. Voilà, tout ça, c'est des manières de diffuser la connaissance et de la diffuser de manière pas chiante. On n'est pas obligé d'être un journal écrit en noir et blanc pour être sobre. Voilà. Merci Juliette. Si vous voulez recevoir la newsletter quotidienne de Vert, rendez-vous sur vert.eco, ECO comme écologie. Il y a aussi une version hebdomadaire pour une fréquence plus gérable. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Juliette, abonne-toi et parle de ce podcast à un ou une amie. Ça m'aide énormément. Ciao Juliette, ciao tout le monde. Salut Pierre, merci beaucoup.